Alors, si vous le permettez, je vais faire d'abord une présentation aussi rapide que je le pourrais de Ronsard, de l'œuvre de Ronsard, après quoi François Marthouret vous fera entendre quelques textes que nous avons choisis et que nous estimons intéressants, quitte à ce que, entre les textes, je fasse entendre quelques mots de commentaires pour pouvoir les présenter et éventuellement en éclairer quelques difficultés. Le titre donné à cette soirée utilise un vers de Ronsard, ou haut sur la trompette, ou bas dessus la lyre. Un vers qui, il y a déjà 30 ans, nous avait servi à intituler le catalogue de la Bibliothèque nationale, on ne disait pas encore Bibliothèque nationale de France, qui avait publié un catalogue à l'occasion de la grande exposition Ronsard contemporaine du 4e centenaire de sa mort, 1585-1985. Et il s'intitule, on le trouve encore et il vaut la peine d'être consulté, Ronsard, la trompette et la lyre. Alors, ce titre a un autre intérêt que je voudrais signaler, c'est le mot de trompette et de lyre, parce que par eux, on entre immédiatement dans la poétique de Ronsard. Au fond, Ronsard a constamment souligné, c'est un sentiment très fort chez lui, la parenté, la complémentarité de la poésie et de la musique. Il le dit déjà dans la préface de son premier recueil, Les Odes, en 1550, et il en fait une des lignes de force de son art poétique beaucoup plus tard, quand il écrit par exemple, recommandation à l'intention des poètes, « Tu feras tes vers masculins et féminins tant qu'il te sera possible pour être plus propre à la musique et accord des instruments, en faveur desquels il semble que la poésie soit née. Car la poésie sans les instruments ou sans la grâce d'une seule ou plusieurs voix n'est nullement agréable, non plus que les instruments sans être animés de la mélodie d'une plaisante voix. » Autrement dit, il faut que la poésie soit ou chantée ou accompagnée de musique, mais il ne la conçoit guère autrement. Et nous verrons que très souvent, cette préoccupation l'a guidé dans ses recherches. Alors, cela étant, cet ample projet que Ronsard mettait ainsi en œuvre et qu'il va développer à travers une carrière très dense, dont je résumerai tout à l'heure quelques étapes, cet ample projet a été historiquement curieusement malmené par ses successeurs. Vous le savez en effet, Ronsard offre le cas assez particulier d'un écrivain qui pendant 2 siècles a été pas seulement oublié, mais voué aux gémonies. Le XVIIe et le XVIIIe siècle n'ont pas beaucoup de respect pour lui. On le trouve naturellement cité par quelques érudits qui savent l'apprécier, mais très peu au total. Et il représente au fond le cas assez rare d'un écrivain qui, pendant ce très longtemps, ne sera pas véritablement reconnu, alors qu'il a été la gloire de son siècle, de son âge. Tout le monde connaît le texte par lequel cette condamnation a été prononcée, un texte lamentable, dû à Boileau, dans son art poétique. Juste au moment de célébrer la venue de Malherbe, il écrit « Ronsard qui le suivit », c'est-à-dire qui suivit Marot, « Ronsard qui le suivit par une autre méthode, réglant tout, brouilla tout ». Cette idée donc d'un chef d'école qui veut tout régenter et qui met tout en désordre. Et il continue « Fit un art à sa mode et toutefois longtemps eut un heureux destin, mais s'amuse en français parlant grec et latin, vit dans l'âge suivant par un retour grotesque, tombé de ses grands mots, le faste pédantesque. » Alors, condamnation qu'on trouvera tempérée par quelques-uns de ses contemporains, mais qui, au fond, aura droit de citer jusqu'à l'époque des Romantiques. Le grand moment de sa réhabilitation, c'est le concours ouvert par l'Académie française en 1826 pour 1828 sur un sujet ainsi formulé, « Discours sur la marche et les progrès de la langue et de la littérature française depuis le commencement du XVIe siècle jusqu'en 1610. » Vous savez sans doute que Sainte-Beuve, qui pensait concourir, a développé finalement tellement son projet qu'il a composé son célèbre tableau historique et critique de la poésie française et du théâtre français du XVIe siècle. Texte qui, pendant un siècle au moins, va d'une certaine manière donner le ton de ce que doit être l'admiration que l'on peut porter à Ronsard. De son côté, Nerval, tout à fait au même moment, fait avec ce sujet de la poésie française du XVIe siècle son entrée dans le monde littéraire, même si lui-même ne concourt pas
pas plus que Sainte-Beuve, même ce qu'il essaiera plus tard de contredire, prétendant qu'il avait concouru, ce qui n'est pas vrai. Néanmoins, ce qui est intéressant avec Nerval, c'est qu'il va lui aussi formuler sur la poésie de Ronsard un jugement finalement assez proche de celui de Sainte-Beuve et avec les limites, les réticences et les timidités de celui de Sainte-Beuve. Comme il a pour précédent Sainte-Beuve quand il publie son introduction, Sainte-Beuve qui distinguait en Ronsard deux poètes, le Pindarique et l'Anacréontique, Nerval s'emploie à son tour à distinguer en Ronsard plusieurs poètes, fort remarquables et fort distincts, dit-il, trois, puisque l'autre en avait compté deux, ça fera mieux, le poète Pindarique, le poète amoureux anacréontique et le poète des discours. Mais ce qui est intéressant, c'est que son introduction est suivie d'une anthologie. Dans l'anthologie du poète Pindarique, pas le moindre mot, il ne reste rien. Et le seul qui est vraiment de la place, c'est le poète des discours. Parce que, écrit Nerval, ils annoncent, ils contiennent en germe l'épître et la satire régulière. Ils contiennent en germe Régnier et Boileau, si vous voulez. C'est ça qui est extraordinaire. Hein. Et que son alexandrin fort et bien rempli ouvre la voie au vers cornélien. Au fond, Nerval a encore en ligne de mire le classicisme et il juge Ronsard intéressant dans la mesure où il préparait ce classicisme. Les appréciations ont aujourd'hui changé, mais je ne suis pas sûr que les tribulations que je viens de résumer à très grands traits n'aient pas laissé des traces. Dans la grande édition L'aumônier dont je parlais tout à l'heure, cette édition en 20 tomes plutôt, en 24 volumes, eh bien, il est frappant de voir, puisque je suis membre de cette société et que je suis les ventes, que les amours sont réédités, réimprimés des quantités de fois, alors que les recueils des hymnes, par exemple, sont à peine republiés. C'est vrai aussi de la bibliothèque de la Pléiade. Le tome 1 a déjà été corrigé et réimprimé. Le tome 2 attendra sans doute que j'ai disparu pour réapparaître. Or, c'est dans le tome 2 qu'on trouve les hymnes et les poèmes qui me paraissent être parmi les œuvres de Ronsard certainement les plus audacieuses et les plus originales. Au XVIe siècle, ce n'était pas du tout comme cela que les choses étaient vues. Les hymnes étaient célébrés en particulier comme peut-être le sommet de l'œuvre ronsardienne. Ronsard est alors le grand poète. Presque tout le monde s'affirme son disciple, même si nous avons parfois de la peine à apercevoir réellement cette filiation. Sa réputation, ce qui est intéressant, c'est de voir que Ronsard l'a, d'une certaine manière, méthodiquement construite, par une série de coups d'audace dont il faut que je résume quelques-uns. Montrer au moins les premiers, pour montrer que, finalement, en une décennie, Ronsard a modelé toute une carrière. Son père, vous le savez, je ne ferai pas de biographie de Ronsard, mais je rappelle quand même un fait important. Son père est un petit gentilhomme qui est engagé dans les voies du pouvoir. Pierre de Ronsard est son 6e fils et lui-même est destiné à faire une carrière semblable de page, de personnage qui sera au fond dans la suite des grands personnages royaux, des grands princes, etc. Mais par là, il est amené à fréquenter des hommes gagnés à la nouvelle culture, notamment les Baïf, Lazare de Baïf et son fils Jean-Antoine, dont il suit finalement les études, puisqu'il apprend avec lui le grec auprès du grand helléniste de l'époque, qui est Jean Dorat. Et c'est aussi en compagnie de Baïf qu'il se met à fréquenter des poètes qui vont finalement l'éclairer pendant toute sa carrière et qui correspondent tout à fait au corpus, au canon même des poètes grecs tels qu'on les conçoit de son temps. Naturellement, il y a des poètes qui restent pour nous grands poètes grecs, Homère, Pindare, mais naturellement Lycophron, Aratos, Athénée. Je ne suis pas sûr que même de bons hellénistes d'aujourd'hui les fréquentent tous les jours, loin de là. Au contraire, ils appartiennent au canon même des grands auteurs grecs pour Ronsard comme pour ses contemporains. Et d'autre part, dans ce milieu, Ronsard s'exerce à la composition poétique. Premier choix important qui va finalement déterminer le reste de sa carrière, c'est le choix de faire une œuvre en français. Il aurait pu très bien être un bon poète néo-latin, comme il y en a des quantités de son temps. Non, il participe à ce combat pour la langue française qui est très fort de son temps
Et il lui apporte finalement ce cadeau extraordinaire qui va être son œuvre en français, son œuvre immense en français. En 1550, alors qu'il est encore connu de quelques milieux très très fermés, eh bien, il donne son volume des Odes. Et c'est un événement, les Odes. À la fois parce qu'il y reprend la complexe disposition des Odes de Pindare. Pindare est un poète qu'on redécouvre et qui est considéré d'une certaine manière comme le David grec. La comparaison de Pindare et de David est constante. Et d'autre part parce qu'il marie cette complexe disposition des odes pindariques avec la souplesse de certaines odes d'Horace, ou même, dans les rééditions successives, très augmentées, avec la veine légère, enjouée, folâtre du pseudo-Anacréon. Vous savez qu'en 1553, Henri-Étienne publie un Anacréon tout à fait nouveau, que personne ne connaissait. Maintenant, la recherche érudite a prouvé que c'était sans doute un recueil de pastiches d'époque alexandrine, mais pour les contemporains de Ronsard, c'est une œuvre d'Anacréon que ne connaissait pas. On l'apprécie beaucoup, et Ronsard va imiter et traduire même quantité de pièces de ce recueil. Alors vous voyez combien, dans l'ensemble des Odes, dans les 5 livres des Odes, vous trouvez au premier livre des Odes pindariques, qui sont de grandes machines très structurées, en strophes, antistrophes et podes, et puis d'autre part des pièces extrêmement légères, inspirées de ce pseudo-Anacréon. On voit là cette volonté de Ronsard de ne pas se contraindre, de ne pas se limiter, de pratiquer complètement et jusqu'au bout toutes les possibilités d'une voie qu'il ouvre, ici la voie des Odes. Et d'autre part, il le dit clairement dans une préface où il se montre un excellent prosateur. Sa préface des Odes fait date par certaines formules. C'est là qu'il y déclare vouloir, je cite, « prendre style à part, sens à part, œuvre à part », et qui ne craint pas de s'affirmer le premier auteur lyrique français et celui qui a guidé les autres au chemin de si honnête, c'est-à-dire de si honorable labeur. N'oublions pas que ce sont là, nous sommes en 1550, les paroles d'un jeune homme de 26 ans, et non pas du tout le bilan d'un auteur confirmé au terme de sa carrière. Et notons aussi que s'il se dit le guide des autres, ce n'est pas en ce sens qu'il aurait fondé, comme on l'a longtemps prétendu, une école distribuant les rôles aux autres, mais en ce sens à la fois moins gestionnaire et plus glorieux, de phare de la nouvelle poésie. Cela non sans quelque injustice à l'égard de ses prédécesseurs qu'il félicite comme s'ils étaient de bons débutants qui ont évidemment raté la marche, mais qui malgré tout ont montré la voie qu'il fallait suivre. Ce livre paraît à la fin de janvier 1550, le livre des Odes. Et au printemps 1552, Ronsard a déjà achevé ce qui sera ses Amours, publié en septembre 1552. Donc, il a à peine gagné la gloire de la poésie de célébration de l'Ode qu'immédiatement il ouvre une nouvelle voie, celui de la poésie amoureuse, la voie de la poésie amoureuse, avec ce titre neuf de Amour, car il n'y a aucun poète avant lui qui a intitulé son œuvre de cette façon, mais il va être immédiatement imité. La même année, à la fin de l'année, Baïf publie ses Amours, Magny en 1553 publie les siens, Pelletier avec une variante, L'amour des amours en 1555, etc. Il a inventé même un titre, en même temps qu'un genre, le recueil de poésie qu'on appelle Amour. Je précise au passage qu'on parle souvent des Amours de Cassandre, aucune œuvre de Ronsard ne porte ce titre, et il ne faudra pas que vous vous fiez à ces sites qui sont souvent destinés à la pédagogie, disent-ils, j'en suis étonné, qui prennent l'allure tout à fait objective de la chronologie et qui écrivent gaillardement 1550, les Amours de Cassandre. Alors, ni la date n'est juste, ni le titre n'est juste. Il faut vraiment se méfier de ces prétendues explications. En 1553, une réédition des Amours, mais cette fois très originale, avec des commentaires dus à Marc-Antoine Muret. C'est une grande nouveauté. Muret est né en 1526. Il a 2 ans de moins que Ronsard. C'est un jeune homme qui n'a pas 30 ans.
et qui va donner un recueil de commentaires alors qu'il est connu essentiellement comme un brillant érudit commentant les poètes latins, avant de continuer une carrière en Italie sur laquelle je n'insisterai pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Muret, d'une certaine manière, donne à Ronsard une reconnaissance qu'Homère ou Virgile ont attendu des siècles pour obtenir. En effet, Virgile a été commenté par Servius, il faut 4 siècles pour cela. Homère, commenté par Eustate de Thessalonique, cela au XIe siècle. Vous voyez le temps qu'Homère a attendu. Eh bien non, Ronsard, qui est entré dans la carrière poétique il y a 4 ans, reçoit déjà la gloire d'un commentaire. Alors il faut imaginer ce que c'est qu'un commentaire à l'époque. Ce n'est pas seulement une reconnaissance, c'est aussi une manière de disposer l'ouvrage qui le rend tout à fait singulier. Pour nous, les commentaires sont rejetés en fin de volume ou bien se déploient dans les notes, mais jamais ils n'envahiraient la pleine page. Or, les commentaires de Ronsard sont disposés exactement comme les commentaires, comme les éditions qui publient les commentaires de Virgile. Des morceaux de texte, sous le morceau de texte, le commentaire, qui est en général précédé du nom du commentateur. J'ai apporté ici, parce que ça va continuer pendant tout le temps des éditions de Ronsard, vous voyez, on a le poème qui est suivi par le nom du commentateur et le commentaire suit. Autrement dit, le commentaire est intimement mêlé au texte. Imaginez un poète moderne, je ne pense que ça n'est arrivé à personne, sauf peut-être un peu à Valéry, qui accepterait qu'on publie son œuvre avec le commentaire d'un érudit ou d'un lettré de son temps. Et non pas en mettant ce commentaire dans les coins du livre, mais en pleine page, avec le nom du commentateur constamment répété à chaque pièce ou à chaque section de l'ouvrage. Eh bien, c'est ce que fait Muret. Or, ce commentaire, il le conçoit comme Servius ou Eustate ont pu concevoir leurs commentaires de Virgile ou d'Homère. C'est-à-dire qu'il ne va pas du tout faire état de confidence qu'il aurait reçue de Ronsard. Pas du tout, il le tient à distance. Il tombe par exemple sur ce poème « Ville de Blois, le séjour de Madame ». Et il écrit gaillardement « On peut conjecturer par ce sonnet que sa dame est de Blois ». Voilà. D'ailleurs, il faudra attendre quand même le XIXe siècle pour identifier Cassandre, comme quoi il n'avait pas totalement tort. Ou bien encore, voici le commentaire Goguenard d'un sonnet qui est piqué du nom, qui est adressé à une certaine Marguerite dans un recueil dont la plupart des poèmes s'adressent à Cassandre. Alors, Muret écrit « Quiconque soit celle pour qui ce sonnet et un autre encore qui est dans ce livre ont été faits, elle a nom Marguerite. D'où je collige que les poètes ne sont pas toujours si passionnés ni si constants en amour comme ils se font. Et combien qu'ils disent à la première qu'ils pensent aborder que plutôt ciel et terre périraient qu'ils en aimassent une autre, si est-ce toutefois que, quand ils rencontrent chaussures à leurs pieds, leur naturel n'est pas d'en faire grande conscience. Aussi ne faut-il, une bonne souris doit toujours avoir plus d'un trou où se retirer. Il dit donc, etc. Voilà le ton du commentaire de Muret. Vous voyez cette distance prise à l'égard du texte, à l'égard de son auteur, ce n'est pas du tout un recueil, un commentaire admiratif d'un fan ou d'un groupie, pas du tout, pas du tout. Alors, ce qui est intéressant dans la fortune de l'œuvre de Ronsard, c'est de voir que cette présence du commentaire va non seulement se conserver, je vous en ai donné tout à l'heure un exemple, mais même se déployer. Quand on arrive à la grande édition de 1623, celle qui d'une certaine manière annonce la mort littéraire de Ronsard, eh bien, on aura fait en sorte que presque toutes les œuvres soient commentées par des gens qui ont eu le souci de signaler des rapprochements, des correspondances, etc. Dans la grande édition de 1623, 2 grands volumes in folio, plus de la moitié est finalement en nombre de signes occupés par des commentaires. Je pense que c'est important cela de bien le comprendre. Alors que Ronsard soit désormais reconnu, et ce commentaire est un signe de reconnaissance, eh bien, le prouve encore le privilège que le roi lui accorde le 4 janvier 1554
pour toutes ses œuvres déjà publiées, c'est-à-dire le bocage, les mélanges, les odes, ou à venir. Hein. C'est tout à fait exceptionnel. C'est un privilège non pas d'imprimeur, d'éditeur, mais c'est un privilège d'auteur, et un auteur qui est dans la carrière depuis 4 ans seulement, hein, reconnu au point de recevoir un privilège de ce genre. C'est exceptionnel. Et pourtant, Ronsard ne s'arrête pas là, il continue. Entre juillet et septembre 1555, voici la continuation des Amours, et en 1556, la nouvelle continuation des Amours. Et parallèlement, fin octobre ou début novembre 1555, un tout nouveau livre, Les Hymnes, avec en 1556 un deuxième livre des hymnes. Encore une complète nouveauté. Il a à peine ouvert une voie et a été reconnu dans cette voie qu'immédiatement il se précipite pour en ouvrir une troisième, celle des hymnes. Bon, il serait fastidieux naturellement de continuer cette analyse. Il m'a suffi de vous montrer que finalement en 5 ans, Ronsard avait déjà ouvert 3 voies fondamentales, celle de la poésie de célébration avec les odes, celle de la poésie amoureuse avec, mais bien plus qu'amoureuse, avec les amours, et puis celle de la poésie de méditation et de célébration philosophique à la fois avec les hymnes. Il faut passer sur des publications intermédiaires, sur de nombreuses rééditions, sans compter des pièces publiées en plaquettes, nous en parlerons, pour arriver finalement, c'est là que je voudrais marquer une étape, en 1560, il a une carrière de 10 ans derrière lui, seulement 10 ans, où il fait paraître ses œuvres, les œuvres de Pierre de Ronsard, ses œuvres. Publication qui réunit tout ce qu'il a déjà publié, mais qui le réunit non pas sous la forme d'un simple regroupement, mais avec un tri, une mise en ordre, des suppressions et des additions, 24 pièces nouvelles. Autrement dit, Ronsard conçoit bien que le livre qu'il publie là, qui est ses œuvres, doit d'une certaine manière marquer une étape, dire ce qu'il reconnaît, ce qu'il accepte dans sa carrière, ce qu'il chasse, etc., le point où il en est. Hein. Et il dresse d'une certaine manière un peu sa propre statue. Mais il ne va pas s'arrêter là. Vont succéder 5 éditions que les historiens de la littérature appellent des collectives, 5 collectives, toujours revues augmentées, en 1500, on vient de voir 1560, en 1567, en 1571, en 1572-73, en 1578, en 1584. Il n'a pas pu continuer parce que la mort l'a retiré de ce monde, mais en 1587 paraît la première édition posthume qui elle-même prélude à quelques rééditions posthumes, au moins jusqu'aux années 1630. Hein. C'est tout à fait important de le remarquer. Cela est assez nouveau. Les poètes qui l'ont précédé, les plus grands poètes comme Marot, comme Melun de Saint-Gelais, n'ont jamais éprouvé le besoin de réunir leur œuvre et surtout de dresser ce monument que constitue une œuvre, hein, qui s'appelle les œuvres. Hein. Or, ce mouvement se manifeste partout dans la nouvelle culture et dans tous les domaines. Pour prendre un exemple totalement différent, l'exemple de la médecine, Ambroise Paré, de la même manière, après avoir publié quantité d'œuvres séparées, d'anatomie, de pathologie, etc., les réunit dans un ouvrage qu'il appelle Les œuvres en 1575. Il a à peine publié cet ouvrage qu'en 1579, il donne une deuxième édition, puis en 1582, une traduction latine, puis en 1585, une quatrième édition, etc. Et il faut que la mort le retire aussi de ce monde pour qu'il arrête de dresser ainsi son monument. On assiste là, d'une certaine manière, à la naissance très consciente de l'écrivain, et non pas seulement du poète, mais de l'écrivain, celui qui se manifeste par une œuvre et qui en revendique la possession. Et Ronsard en revendique si bien la possession qu'entre-temps, il fait paraître ce que j'ai appelé dans l'édition de la Pléiade des recueils d'attente. Ce sont les volumes qui s'appellent Mélange ou encore Bocage, le bocage étant un petit bois, c'est-à-dire d'une certaine manière, justement un ensemble qui n'est pas encore complètement structuré, qui a encore le désordre d'un bois par opposition à un jardin. Alors, toutes ces œuvres sont toujours dans l'œuvre de Ronsard, destinées à disparaître une fois que les pièces qui les composent ont retrouvé la place ou dans les odes, ou dans les hymnes, ou dans les poèmes. Hein. Ce sont bien des recueils d'attente. En même temps, Ronsard n'entend pas du tout se priver de la maîtrise de son œuvre. Il ne craint pas de modifier profondément textes et recueils. Ce qui fait d'ailleurs, je l'ai éprouvé au temps de la Pléiade, le désespoir des éditeurs qui sont affrontés à des monceaux de variantes.
chaque fois qu'il a une œuvre en main, il est en train de la réécrire, constamment. Hein. Et en outre, ce qu'on reproche, non dans une incrédulité amusée et émerveillée à la fois, à Ronsard, d'avoir fait au musée, pardon, à Ronsard, pas à Ronsard, à Bonnard, à Pierre Bonnard, le peintre, d'avoir fait, vous le savez peut-être, au musée de Grenoble ou au musée du Luxembourg, retouchant certaines de ces toiles acquises par le musée et exposées par eux, eh bien Ronsard le fait très gaillardement. Vous savez que Bonnard avait, dit-on, une petite palette de peinture et puis un petit pinceau, et quand le gardien tournait l'œil, il retouchait sa toile avec cette phrase, vous savez, un tableau, il n'est jamais fini. Hein. Eh bien, c'est une phrase que Ronsard pourrait s'attribuer, en effet. Son œuvre n'est jamais finie, et il se sent le droit de la retoucher constamment. Tout le monde le fait au temps de Ronsard. Erasme, célèbre par ses colloques, republie des colloques sans cesse rechargés de variantes. Là aussi, l'édition critique est extrêmement compliquée. Mais pensez aussi à Montaigne. Montaigne qui s'en vante avec son humour discret, son inimitable fausse modestie. Je vous cite ce passage. « Mon livre est toujours un », phrase qu'aurait pu dire Ronsard, sauf qu'à mesure qu'on se met à le renouveler, afin que l'acheteur ne s'en aille les mains complètement vides, je me donne le droit d'y attacher, comme ce n'est qu'une marqueterie mal jointe, quelque emblème supernuméraire. Ce ne sont que surpoids qui ne condamnent point la première forme, mais donnent quelques prix particuliers à chacune des suivantes par une petite subtilité ambitieuse. Magnifique texte, hein, vous voyez, où je corrige. Naturellement, je ne change rien, c'est toujours moi, mais moi, vu autrement. Hein. Eh bien, c'est ce que fait Ronsard constamment à travers les rééditions de ses œuvres. Alors, après la collective de 1560, dont je vais vous parler tout à l'heure, j'essaye de ne pas être trop long, l'œuvre de Ronsard va s'enrichir de sections nouvelles, parce qu'entre-temps, il a exploré des veines nouvelles qui méritent que j'en dise un mot, celle des poèmes, celle des discours et celle de l'épopée. Un mot simplement sur chacune. Les poèmes d'abord. Ronsard est en train d'inventer, on en aura plusieurs exemples tout à l'heure, un en particulier pour terminer, un nouveau genre lyrique, un genre que définit une pièce de l'édition de 1587, distinguant le poème et la poésie. C'est adressé au lecteur au début du recueil des poèmes et il écrit « Poème et poésie ont grande différence. Poésie est un pré de diverses apparences, orgueilleux de ses biens et riche de ses fleurs, dit après peinturé de 100 000 couleurs, qui fournit de bouquets les amantes pucelles et de vivre les camps des abeilles nouvelles. Poème est une fleur, ou comme en des forêts, un seul chêne, un seul orme, un sapin, un cyprès, qu'un nerveux charpentier tourne en courbe charrue ou en carreau voûté des navires ventrus, pour aller voir après de Thétis les dangers et les bords enrichis des biens des étrangers. D'Homère l'Iliade et sa sœur l'Odyssée est une poésie en sujets ramassés diverses d'arguments. Le cyclope éborgné, d'Achille le bouclier, Circe aux chairs bien peignées, Protée, Calypson par Mercure averti, est un petit poème ôté de sa partie et de son corps entier. Voilà. Au fond, cela montre même la lecture que fait constamment Ronsard d'Homère. Homère, il le lit par épisode. Il en détache des fragments qui sont autant de poèmes à l'intérieur de cette grande poésie qu'est l'Iliade ou qu'est l'Odyssée. Hein. Ce qui d'ailleurs nous pose un problème. On ne peut jamais dire une poésie ou un poème de Ronsard, puisqu'il a déjà accaparé ces mots pour désigner des genres, de sorte que je suis contraint de dire toujours ce que je n'aime pas du tout, une pièce de vers. Je n'ai rien de mieux à vous servir qu'une pièce de vers, mais je ne peux pas dire ni un poème ni une poésie. Alors on le voit dans des quantités de textes comme Le Chat, comme l'Élégie du vers que nous lirons tout à l'heure. C'est très intéressant de voir qu'il y pratique une rhétorique qui est au contraire même de la rhétorique du discours traditionnel. Dans le discours traditionnel, comme plus tard dans l'art de la dissertation, on vous apprend à commencer petitement, puis à élargir peu à peu le propos. Eh bien, le poème chez Ronsard, c'est souvent le contraire. Il rétrécit peu à peu un propos extrêmement large sur un seul objet. Si par exemple vous prenez le poème du chat, eh bien il y a d'abord une déclaration de philosophie néo-platonicienne où très large, Dieu est partout, partout se montre Dieu. Ce qu'on appelle parfois, d'un mot mal choisi, le panthéisme de Ronsard. Dieu est présent partout, il est présent par l'âme du monde.
Et puis, comme tout dans le monde se tient, eh bien, certains objets ressentent ce qui va arriver dans le reste du monde et le transcrivent par des signes. C'est ainsi que certaines plantes, certains animaux manifestent à certains moments de la journée ou de l'année des comportements qui sont autant de signes de la façon dont le monde va évoluer. Et Ronsard consacre la moitié de sa pièce au chat, le chat qui va en effet montrer des signes de l'avenir. Alors si Ronsard avait aimé les chats, mais là il n'en dit que du mal, nous aurions lu cette pièce, mais j'aime trop les chats pour accepter d'écouter cela. Alors, deuxième veine, la veine des discours. Vous en savez peut-être l'occasion, la polémique contre les protestants. Polémique qui a été courte de la part de Ronsard, les années 1561-1562, rien de plus. Ronsard comprend très vite que les protestants n'entendent pas comme lui l'activité poétique, qu'à discuter avec eux, il risque de perdre de vue le propos qui est le sien. Mais en même temps, il l'aide à le préciser, à voir explicitement ce qu'il ne savait qu'implicitement, qu'intuitivement de sa poésie. Un exemple qui éclaire la différence. Le pasteur André de Rivaudot, auteur probable d'une remontrance à la reine, écrit en 1563 à l'adresse de Ronsard « Je ne te parle point des opinions folles que l'on peut recueillir souvent de tes paroles, et tes œuvres jalons, déjà longues, les notables erreurs. » Et Ronsard réplique dans sa réponse aux injures « Tu sembles aux enfants qui contemplent aux nus des rochers, des géants, des chimères cornues, et qui, de tels objets, ont le cerveau tant ému qu'ils pensent être vrais, l'ondoyant qu'ils ont vu. Ainsi tu penses vrai les vers dont je me joue. » Alors, c'est extrêmement intéressant, la poésie est fiction, et elle est installée dans la fiction. Et lire un texte poétique pour en extraire des opinions fausses, c'est ne rien comprendre à ce que Ronsard veut faire. Hein. Ce n'est pas le refus de prendre parti, mais ni désir de s'affirmer au-dessus de la mêlée. C'est volonté de dire que sa vérité à lui, la vérité poétique, elle est ailleurs que dans l'affirmation d'opinions tranchées. Corollaire, cette liberté, Ronsard la revendique avec vigueur et hauteur. Lui qui n'aime pas les guerres de libelles, qui n'aime même pas beaucoup les préfaces, les avertissements, il y en a très peu chez lui. Il répond à ses calomniateurs en 1564 dans une épître qu'il place en tête de son recueil des nouvelles poésies. Et c'est un si beau texte que vous me permettrez de vous en citer quelques lignes. On n'a jamais si clairement affirmé qu'on était libre quand on était poète. Hein. Si tu veux savoir pourquoi j'ai traité maintenant un argument et maintenant un autre, tu n'auras autre réponse de moi, sinon qu'il me plaisait le faire ainsi. D'autant qu'il m'est permis d'employer mon papier comme un potier fait son argile, non selon leur fantaisie, mais bien selon ma volonté. Peu de personnes ont commandement sur moi. Je fais volontiers quelque chose pour les princes et grands seigneurs, pourvu qu'en leur faisant humble service, je ne force mon naturel et que je les connaisse gaillards et bien nés, faisant reluire sur leur front je ne sais quelle attrayante et non vulgaire vertu. Vous avez remarqué la phrase, il parle aux protestants. Je fais comme un potier fait son argile. C'est une référence très explicite et qu'un protestant, lecteur assidu de la Bible, reconnaît tout de suite, à l'Épître aux Romains 9, 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur ou un vase d'usage vil? Autrement dit, le métier de poète a la dignité de la création divine. Les protestants étaient trop biblistes pour ne pas comprendre cette audacieuse déclaration de souveraine, de divine indépendance. Il y avait là un véritable blasphème à leurs yeux. Troisième perspective, La Franciade, et puis je m'arrêterai, La Franciade, qui est un poème dont on parle peu, dont nous ne parlerons pas non plus dans les lectures de tout à l'heure, mais qui n'est pas du tout exactement l'échec que l'on se plaît à dire dans les histoires littéraires. En termes enveloppés, certes, Ronsard fait voir dans sa préface que cette Franciade lui pèse un peu parce qu'il est contraint par la volonté du roi. Il écrit « Et si je parle de nos monarques plus longuement que l'art virgilien ne le permet, tu dois savoir, lecteur, que Virgile, comme en toute autre chose, en cette-ci a été plus heureux que moi, qui vivais sous Auguste, second empereur, tellement que n'étant chargé que de peu de rois et de Césars,
ne devait beaucoup allonger le papier. Alors que moi, j'ai le fait de 63 rois sur les bras. Et ça lui pèse, que le roi lui demande de parler de tous ses prédécesseurs. Il aurait envie de choisir. Il n'est pas un historien, il n'est pas un historiographe, il est un poète installé dans la fiction de l'épopée. C'est un passage tout à fait intéressant. En d'autres termes, vous voyez, le roi ne sait pas distinguer l'épopée et l'historiographie. À quoi bon continuer? Il ne comprend pas qu'on lui propose une histoire légendaire de la monarchie française, que Ronsard donne forme à un mythe, le mythe de Francus ou de Francion, le fils d'Hector, héros fondateur de la France, mythe qui a alors de chauds partisans. En revanche, Ronsard, plutôt sa revanche, Ronsard l'aura plus tard, quand l'art franciade nourrira, grâce à Toussaint Dubreuil, peintre de Henri IV, les murs du Châteauneuf de Saint-Germain-en-Laye. Je vous signale l'exposition, je vous rappelle plutôt l'exposition organisée en 2010 au Louvre par Dominique Cordelier autour de Toussaint Dubreuil, peintre méconnu, grand peintre de la seconde école de Fontainebleau, comme on dit, le maître de la seconde école de Fontainebleau, et qui avait choisi en effet la Franciade pour illustrer ce Châteauneuf de Saint-Germain-en-Laye. C'est dire que finalement, l'idée de pourvoir la monarchie française d'un grand mythe fondateur n'était pas du tout étrangère aux peintres, aux écrivains de son temps. Mais en même temps, Ronsard savait très bien que ce mythe n'avait pas beaucoup de qualité historique. Ici encore, il se donne la liberté de choisir le vraisemblable, le possible, comme il l'écrit, plutôt que le vrai prosaïsement historique. Et c'est donc le poète que nous allons maintenant entendre, j'espère n'avoir pas été trop long, grâce à François Marthouret. La première pièce qu'il va vous faire entendre s'appelle « La paix au roi ». C'est une pièce qui est parue en plaquette, qui colle donc à l'actualité, en 1559, à l'occasion de la signature des traités de paix de Cateau-Cambrésis, après de longues hostilités, le premier entre la France et l'Angleterre, le 2 avril, le second entre la France et l'Espagne, le 3 avril. Traité qui mettait fin aux guerres d'Italie, à la lutte des Valois et des Habsbourg qui avait duré si longtemps. Le roi de France renonçait au mirage italien et aux anciennes revendications sur Naples et Milan. C'est dire l'importance de ces traités qui n'avaient pas de ces sentiments de tout le monde. Il va falloir au fond montrer aux Français que cette revendication de paix que le roi satisfait si bien en signant ces traités prend sa place dans l'ordre du monde. Pardon. Avant l'ingénieuse ordonnance du monde et toute sa construction, comme vient de nous le rappeler brillamment M. Céard, avant l'ingénieuse ordonnance du monde, le feu, l'air et la terre et l'enfleur de l'onde, est-toi dans un monceau confusément enclos, monceau que du nom grec on nomme le chaos, sans forme, sans beauté, lourde et pesante masse, comme un corps engourdi ne bougeoit d'une place. Le chaud à voix des bas avec la froideur, le pesant au léger, le froid contre l'ardeur, et contre le corps sec, l'humide, à voix querelle, sans jamais apaiser leur noise mutuelle. Mais la bonne nature et le grand Dieu qui est, à qui toujours la guerre et le discorde est plaie, chassa l'inimitié de leur guerre enclose par l'aide de la paix, mère de toutes choses. Loin, au rond de la terre, elle fit écumer à part en leurs vaisseaux les vagues de la mer. Et plus loin de la mer sépara la clôture du ciel qui va bornant les œuvres de nature, et du feu très subtil et du ciel éthéré, l'air le plus épaissi en bas à retirer. Après avoir par ordre arrangé la machine et lié ce grand corps d'une amitié divine, elle fit attacher à 100 chaînes de fer le malheureux discorde aux abîmes d'enfer, puis au trône de Dieu qui tout voit et dispose, alla prendre sa place où elle se repose. Quand les péchés d'un peuple ou les fautes d'un roi, en rompant toute honte, ont violé la loi, et le sang innocent la vengeance demande,
Le grand Dieu Tout-Puissant à ses anges commande déchaîner le discorde, afin que détachés du peuple vicieux punissent le péché. Mais avant sa venue en 100 000 présages, le ciel nous fait certain de nos futurs dommages. Un mot sur deux petits passages de cet extrait de l'Ode de la paix. Ce malheureux discorde qui est ainsi enchaîné à 100 chaînes de fer aux abîmes d'enfer est très, très intéressant. C'est en fait une transposition dans l'optique de la philosophie naturelle de l'époque, qui est une philosophie d'origine platonicienne et aristotélicienne à la fois. C'est une transposition en fait d'un passage de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, le dragon de l'Apocalypse est lui aussi enchaîné et jeté aux enfers. Et on voit très bien comment Ronsard marie ici très clairement la pensée antique, la philosophie antique et puis l'inspiration chrétienne, au point de terminer par la notion du péché. Deuxième extrait que je voudrais que nous entendions, c'est un extrait d'une ode très convergente, l'Ode de la paix. Le titre complet, c'est La paix au roi Henri II, sur la paix faite entre lui et le roi d'Angleterre l'an 1550. C'est une paix qui est signée entre Henri II et Édouard VI en 1550 et dont la principale clause est le rachat de Calais. Calais, vous le savez, était dans les mains des Anglais depuis quasiment 2 siècles, depuis 1347. Et enfin, on pouvait à nouveau le faire rentrer dans le giron de la France. Alors, encore une célébration de la paix, mais cette fois dans la structure des grands hommes pindariques. Le roi est loué pour avoir fait reverdir l'âge d'or, d'avoir l'âge de la paix qui ordonne le chaos, comme dans le texte précédent, mais cette fois dans le cadre beaucoup plus structuré de l'ode pindarique. Mais ce bien qu'or tu nous fais veut qu'on t'adore davantage pour avoir fait reverdir l'âge où fleurissait l'antique paix, laquelle ôta le débat du chaos quand la première elle assoupit le combat qui aveugloit la lumière. Elle seule osa tenter d'effondrer le ventre large du grand tout pour enfanter l'obscur fardeau de sa charge. Puis, démembrant l'univers en 4 quartiers divers, sa main divinement sainte les lia de clous d'aimant afin de saler aimant d'une paisible contrainte. Ah donc, mêlant dans ce grand monde sa douce force vagabonde, le bien heura d'un doux repos, elle fit bas tomber la terre et tournoyer l'eau qui la serre de ses bras vagues et dispos. Du soleil allongea les yeux en forme de flèche volante, et d'ordre fit danser aux cieux le bal des étoiles coulantes. Elle courba le large tour de l'air qui cerne tout autour le rond du grand parc où nous sommes, peuplant sa grande rondeur d'hommes d'un mutuel accroissement. Car partout où voloie la belle, les amours voloient avec elle, chatouillant les cœurs doucement. Lors, pour sa juste récompense, le saint monarque qui dispense tout en tout, duquel le sourcil en se clinant pour faire signe jusqu'au fond croule la racine de la terre et du ciel aussi, fit soir la paix à son côté, dedans un trône d'excellence, et dans un autre, il a bouté l'horrible dieu de violence. Vous le voyez, comme dans la pièce précédente, si Dieu accepte de recevoir à son côté la paix, il n'écarte pas le dieu de violence, le discorde tout à l'heure. Le monde reste sous la menace possible d'un désordre. C'est une paix armée, une paix vigilante, une paix exigeante que Ronsard décrit ici. Alors nous allons maintenant passer à des pièces tout à fait différentes, des odelettes, mais qui figurent dans le même recueil, je tiens à vous le rappeler. 2 odelettes qui sont toutes les deux imitées du pseudo-Anacréon. Et elles n'ont pas besoin de discours, il suffit que vous les disiez de votre belle voix. Pourtant, si j'ai le chef plus blanc que n'est d'un lys la fleur éclose, et toi le visage plus franc que n'est le bouton d'une rose, pour cela cruel,
Il ne faut fuir ainsi ma tête blanche. Si j'ai la tête blanche en haut, j'ai en bas la queue bien franche. Ne sais-tu pas, toi qui me fuis, que pour bien faire une couronne ou quelques beaux bouquets d'un lys, toujours la rose en environne? La terre, les eaux va boivant, l'arbre la boit par sa racine, la mer éparse boit le vent et le soleil boit la marine. Le soleil est bleu de la lune, tout boit soit en haut ou en bas, suivant cette règle commune. Pourquoi donc ne boirons-nous pas? Alors, deux pièces, donc imitées du pseudo-Anacréon. J'ajoute quand même que dans la première, ce passage sur lequel je crois que vous avez émis quelques rires, le passage du poireau, eh bien, n'est pas dans l'Ode d'Anacréon, qui dit simplement un vieillard, quand il danse, est vieux par les cheveux, mais il est toujours jeune d'esprit. Hein? Vous voyez que la version de Ronsard, c'est lui donner une verdeur assez inattendue. Troisième ode. La sémantique toujours est terrible. Hein? Non, c'est vrai, on fait dire à l'esprit tellement de choses. L'époque de Ronsard trouve qu'il y a une proximité étymologique entre mens, l'esprit, et mentula, que je ne traduirai pas. Vous voyez? Vous aviez raison. Alors maintenant, l'ode à sa maîtresse, qui connaît le même parcours et illustre le même dessin, elle aussi imitée d'Anacréon. Plusieurs de leurs corps dénués se sont vus en diverses terres, miraculeusement muets, l'un en serpent, l'autre en pierre, l'un en fleur, l'autre en arbrisseau, l'un en loup, l'autre en colombelle. L'un se vit changer en ruisseau et l'autre devint hirondelle. Mais je voudrais être miroir, afin que toujours tu me visses. Chemise, je voudrais me voir, afin que toujours tu me prisses. Roulentier haut, je deviens droit, afin que ton corps je lavasse. Être du parfum, je voudrais, afin que je te parfumasse. Je voudrais être le riban qui serre ta belle poitrine. Je voudrais être le carcan qui orne ta gorge ivoirine. Je voudrais être tout amour, tout autour le coural que tes lèvres touchent, afin de baiser nuit et jour tes belles lèvres et ta bouche. Ah, c'est évidemment une pièce qui pourrait être versée au dossier de l'érotisme ronsardien, hein, si l'on ne savait que c'est un vieux motif de la poésie amoureuse, que de l'Antiquité au XVIe siècle, il a été, et même après, il a été 1000 fois traité, et qu'on se fourvoierait donc à prétendre y déceler les fantasmes de Ronsard. Hein. Les critiques se sont parfois laissés prendre au piège. Je vais vous citer un exemple qui m'a toujours bien amusé. Il vient d'un médecin, le docteur Hyacinthe Brabant, auteur d'un ouvrage intitulé « Médecins, malades et maladies de la Renaissance », paru à Bruxelles en 1966, et qui consacre un premier chapitre à la syphilis, où il s'arrête à Ronsard avec ces termes. Quant à Ronsard, son mal mystérieux fut-il la syphilis? On sait que ce parfait poète, en 1555, âgé de 31 ans seulement, se plaignait déjà d'être un vieillard. Citation, « Ma douce jouvence est passée, ma première force est cassée, j'ai la dent noire et le chef blanc. Mes nerfs sont dissous et mes veines, tant j'ai le corps froid, ne sont pleines que d'une eau rousse au lieu de sang. Adieu ma lyre, adieu fillette, jadis mes douces amourettes, adieu je sens venir ma fin. » Et le bon docteur Hyacinthe Brabant continue, « Toutes ces manifestations d'une vieillette précoce pourraient s'appliquer à une imprégnation syphilitique. » Après quoi, il avance l'hypothèse qu'il y a peut-être exagération de poète, c'est lui qui cite, mais il rappelle que les protestants l'ont accusé d'avoir contracté cette maladie, même si Ronsard a riposté énergiquement, et il conclut donc « Nous laisserons planer le doute sur cette question en nous contentant de rappeler que l'auteur du livret des folâtries, nous n'en parlerons pas, c'est un livret de pièces vraiment très gaillardes, pouvait fort bien s'être mis dans les conditions d'attraper une affection qui avait toujours, à cette époque, de fort tristes conséquences.
si le docteur Hyacinthe Brabin avait ouvert le recueil d'Henri Étienne, le recueil anacréontique, il aurait vu que c'était la traduction d'une pièce d'Anacréon, et du pseudo-Anacréon, et que ce sont donc les fantasmes du pseudo-Anacréon qu'il faudrait à la rigueur incriminer. Voilà à quoi sert parfois l'histoire littéraire. Passons maintenant à quelques sonnets où on pourra simplement écouter, en particulier ce sonnet que vous allez entendre, qui commence par « J'espère et crains », qui est un sonnet des amours de 1552. J'espère et crains, je me tais et supplie, or je suis glace et hors un feu chaud, j'admire tout et de rien ne me chaud, je me délasse et puis je me relie. Rien ne me plaît, sinon ce qui m'ennuie, je suis vaillant et le cœur me défaut, j'ai l'espoir bas, j'ai le courage haut. Je doute amour, et si je le défie, plus je me pique et plus je suis restif. J'aime être libre et veux être captif. 100 fois je meurs, 100 fois je prends naissance. Un Prométhée en passion je suis, et pour aimer perdant toute puissance, ne pouvant rien, je fais ce que je puis. Bon, vous avez vu, c'est un sonnet antithétique, comme on dit, imité de Pétrarque, et dont l'équivalent pourrait se trouver dans le poète du XVIe siècle dont ces séances ont déjà parlé, qui est Louise Labbé. Il suffisait de le citer, parce que celui-ci condense quand même d'une manière peu commune les antithèses pétrarchistes du chaud, du froid, de l'ennui, de la peine, etc. Pièce suivante, tout à fait différente, dont l'incipit est « Les petits corps ». Les petits corps, culbutant de travers parmi leurs chutes en biais vagabondes, heurtés ensemble ont composé le monde, s'entr'accrochant d'accrochements divers. L'ennui, le soin et les pensées ouverts, choquant le vin de mon amour profonde, ont façonné d'une attache féconde dedans mon cœur l'amoureux univers. Mais s'il advient que ces tresses orines, ces doigts rosins et ces mains ivoirines froissent ma vie, en quoi retournera ce petit tout? En eau, en air, terre ou flamme? Non. Mais en voix qui toujours de madame, par le grand tout, les honneurs sonnera. Vous voyez ici une inspiration complètement différente qui emprunte, en fait, métaphoriquement, à l'atomisme, à l'épicurisme, hein, avec la notion du clinamen, le clinamen des atomes à travers le vide, le vin, comme il dit ici, et puis cette idée aussi qui appartient à la philosophie antique et encore à la philosophie naturelle, que quand un corps composé se résout, les parties qui tenaient du feu retournent au feu, celles qui appartiennent à l'eau retournent à l'eau, etc. Hein. Ronsard, au fond, est ici en train d'utiliser, et ça, c'est assez fréquent chez lui, un intérêt particulier à cette époque pour l'épicurisme. Il est en relation avec Denis Lambin, qui est en 1563 l'éditeur de Lucrèce, qu'il commente en détail, ce Lucrèce dont on sait que Montaigne l'a annoté avec extrêmement de soin. Il utilise au fond un intérêt du temps, et très souvent chez Ronsard, il y a cette façon de faire écho implicitement aux curiosités de son époque. Pièce suivante, fort différente, et bien connue, Quand vous serez bien vieille, c'est au fond la seule concession que nous ayons faite aux pièces que tout le monde connaît. Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, assis auprès du feu, dévidant et filant, direz, chantant mes vers en vous émerveillant, Ronsard me célébra du temps que j'étais belle. Lors vous n'aurez servante oyant-elle nouvelle déjà sous le labeur à demi sommeillant qui, au bruit de Ronsard, le saille réveillant,
bénissant votre nom de louange immortelle. Je serai sous la terre, et fantôme sans eau, parmi les ombres myrteux, je prendrai mon repos. Vous serez au foyer, une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Je rappelais tout à l'heure que cette pièce est particulièrement connue, et je me souviens, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, qu'en 1985, il y a 30 ans, alors que je faisais visiter au président de la République de l'époque l'exposition de la Bibliothèque nationale, un journaliste lui était tombé dessus pour lui demander de réciter cette pièce. Hein. Vous voyez, ça prouve à quel point elle est célèbre, même un journaliste la connaissait. Alors, ce qui est quand même tout à fait intéressant ici, c'est la façon dont, encore une fois, Ronsard utilise, au fond, les représentations de son temps. On n'a pas pu faire de projection parce que ça aurait été trop compliqué à mettre en place pour une seule image, mais il y a un calendrier d'Augsbourg, et c'est un exemple parmi d'autres, qui en 1475, ou à peu près, représente les différents tempéraments. Notamment, le tempérament mélancolique est représenté par un personnage assis sur une chaise en train de tenir une quenouille, à côté de lui une servante endormie sur une table, et puis une chandelle. Et au fond, c'est bien la représentation qu'à l'époque on se fait du tempérament mélancolique. Le mélancolique, c'est celui, vous savez que nous sommes composés des 4 humeurs, que chacun a son dosage propre d'humeur, mais que certaines d'entre elles, à certains moments de la journée, de l'année, de la saison, de notre âge, prennent le dessus. Or, la mélancolie prend le dessus au soir de la journée, au soir de la vie, au soir de l'année, etc. Il n'est pas du tout étonnant donc que ce soit la notion de mélancolie qui dirige ce texte, cette mélancolie qui est assez célèbre à l'époque pour connaître cette forme évidemment 1000 fois plus élaborée que lui donne Dürer dans Mélancolia. Je crois que ici Ronsard est en train d'utiliser ces représentations et que celles-ci expliquent en grande partie le succès immédiat et constant de cette pièce. Quatrième sonnet que vous voudrez bien entendre, il ne faut s'ébahir. Il ne faut s'ébahir, disent ces bons vieillards dessus le mur troyen, voyant passer Hélène. Si pour telle beauté nous souffrons tant de peine, notre mal ne vaut pas un seul de ses regards. Toutefois, il vaut mieux pour n'irriter point Mars, la rendre à son époux afin qu'il la remmène, que voir de tant de sang notre campagne pleine, notre havre gagné, l'assaut à nos remparts. Père, il ne falloit, à qui la force tremble, par un mauvais conseil les jeunes retardés. Mais, et jeunes et vieux, vous deviez tous ensemble, et le corps et les biens, pour elle hasarder. Ménélas fut bien sage, et Paris, ce me semble, l'un de la demander, l'autre de la garder. Au fond, ce poème, nous l'avons, ou plutôt cette pièce, excusez-moi, nous l'avons retenu essentiellement parce que s'il y a un texte de Ronsard dans lequel on chercherait vainement le faste pédantesque que lui reprocherait Boileau, c'est bien le premier quatrain. Si pour telle beauté nous souffrons tant de peine, notre amour ne vaut pas un seul de ses regards. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus simple que ce texte? Mais Ronsard, qui pratique cette simplicité, c'est d'ailleurs pratiquer un style complètement différent. Vous allez le voir, en particulier dans un fragment du Dithyrambe, un fragment qui est d'une extraordinaire difficulté à lire et que seul François Marthouret peut nous faire entendre. Oh, je me trouble sous sa chanson. Une horrible frisson court par mes veines quand j'oeille Brère, ce vieil père qui nourrit après que Sémèle sentit sa flamme cruelle, le bon Bacchus d'Iphène, dedans l'antre nicienne du lait des tigresses. Les nymphes et les déesses chantant autour de son berre ces beaux vers. Yak, yak, Évohé, yak, yak. Évohé, Créphien,
Je sens m'embler l'esprit et le sang sous une verve qui m'affole, qui me joint à la carole des plus gaillardes bandes montagnardes et à la vertineuse trope des mi-malons qui, rhodopent, foulent d'un pied barbare où la trace se sépare en deux du flot glacé de Hèbre le Négueux. Yak, yak, Évohé! Évohé! Yak, yak! Il me semble qu'une poussière offusque du jour la lumière, s'élevante par les champs sous le pied des marchands. Évohé, père, satyre, protogone, évastir, double corne, agnin, œil taureau, martial, évien, portelière, homadien, triette. Ta fureur me guette, hors de moi. Je te vois, je te vois. Vois-te si, rompe souci. Mon cœur, bouillonnant d'une rage, envole vers toi mon courage. Je forcène, je démoniacle l'horrible vent de ton oracle. J'entends l'esprit de ce bon vin nouveau me tempeste le cerveau. Yak, yak, Évohé, Évohé, yak, yak. Alors cette pièce, à la différence des autres, j'ai voulu que vous l'entendiez avant de la présenter. Vous voyez, elle appartient à une période très singulière où le petit groupe des poètes réunis autour de Ronsard célèbre le succès dans l'art dramatique de la tragédie de Jodelle, Cléopâtre, jouée en février 1553. Et ils organisent un banquet précédé d'une pompe, c'est-à-dire d'une procession, en l'honneur de Bacchus, puisque l'art dramatique est lié dès les origines au culte de Bacchus. Cela se déroule à Arcueil. Alors, c'est là une pièce pleine d'érudition, un jeu très savant qui contraste avec des pièces très simples, comme il ne faut s'ébahir. Tout est ici érudition ardente, où l'enthousiasme, c'est-à-dire la présence du Dieu en nous, au sens propre, trouble l'esprit et déchaîne la parole. Cela avec une métrique très libre qui visiblement accompagne un mouvement de procession plus ou moins dansant, et nous aurions dû d'une certaine manière danser tous les deux sur la scène en même temps que vous la récitiez, pour que vous donniez une vague idée de ce que c'était, mais on pourra peut-être au moins faire ce qui est dit à la fin, boire, puisqu'après tout, l'ivresse est une forme de l'enthousiasme. Alors, pièce suivante, un fragment de l'hymne du ciel, qui exprime un tout autre rapport au divin que la pièce précédente. Deux pièces qui sont pourtant presque contemporaines. Au ciel, rond et voûté, haute maison de Dieu, qui prête en ton sein à toute chose lieu, et qui roule sitôt ta grand boule ébranlée sur dos essieux fichés, que la vitesse ailée des aigles et des vents par l'air ne sauroit pas en volant égaler le moindre de tes pas. Tant seulement l'esprit de prompte hardiesse comme venant de toi égale ta vitesse. Ô ciel, viste coureur, tu parfais ton grand tour d'un pied jamais recreux en l'espace d'un jour. Un soir d'un pied de fer qui sans cesse retourne au lieu duquel il part, et jamais ne séjourne, traînant tout avec soi pour ne souffrir, mourir, l'univers en paresse à faute de courir. L'esprit de l'Éternel qui avance ta course, épandu dedans toi comme une vive source de tous côtés t'anime et donne mouvement, te faisant tournoyer en sphère rondement pour être plus parfait, car en la forme ronde gît la perfection qui tout en soi abonde. De ton branle premier et des autres tout divers, tu tires au rebours les corps de l'univers, bandés en résistant contre ta violence, seuls à part démenant une seconde danse. L'un de ça, l'autre là, comme ils sont agités des mouvements réglés de leur diversité, ainsi guidant premier si grande compagnie, tu fais une si douce et plaisante harmonie que nos luttes ne sont rien au prix des moindres sons qui résonnent là-haut de diverses façons. D'un feu vif et divin, ta voûte est composée,
non feu matériel dont la flamme exposée s'abat en nous foyers mangeois, affamés de toutes les forêts, le branchage à ramer. Et pour ce tous les jours, il faut qu'on le nourrisse, le repaisse d'un bois, si on ne veut qu'il périsse. Mais celui qui là-haut en vigueur entretient toi et tes yeux d'Argus, de lui seul se soutient, sans mendier secours, car sa vie étincelle sans aucun aliment se nourrit de par elle. D'elle-même elle luit, comme fait le soleil, tempérant l'univers d'un feu doux et pareil à celui qui habite en l'estomac de l'homme, qui tout le corps échauffe et point ne le consomme. J'aime bien le rapprochement finalement du dithyrambe et de ce fragment de l'hymne du ciel. Deux rapports au divin. D'un côté, le divin perçu comme une force qui emplit l'être, en proie à la fureur, au furor, à l'enthousiasme. Et ici, au contraire, le divin présenté comme pur de tout contact avec l'impureté d'ici-bas, éloigné dans la hauteur du ciel, sa demeure, la haute maison de Dieu, comme dit le point de départ. Ça, ce sont les deux postulations, au fond, de la spiritualité de Ronsard, et Dieu sait que beaucoup de ses contemporains la partagent. Pièce suivante, qui continuera sur les rapports avec les êtres divins ou reliés au divin, un passage d'une pièce de Ronsard, Les démons, mais qui appartient au recueil des hymnes. Si son titre n'est pas, comme on le dit souvent, à tort, Hymne des démons, néanmoins, la pièce appartient bien au recueil des hymnes. Et il s'agit ici d'un passage tout à fait surprenant, où Ronsard évoque, fictivement sans doute, une rencontre diabolique. Un soir vers la minuit, guidé de la jeunesse qui commande aux amants, j'allais voir ma maîtresse tout seul, outre le Loir, et passant un détour, joignant une grande croix dedans un carrefour, jouisse me sembloir une aboyante chasse de chiens qui me suivoient pas à pas à la trace. Je vis auprès de moi, sur un grand cheval noir, un homme qui n'avait que les os à le voir, me tendant une main pour me monter en croppe. J'advisais tout autour une effroyable trope de piqueurs qui courroient un ombre, qui bien fort sembloit un usurier qui naguère et toi mort. Que le peuple pensoit pour sa vie méchante être puni là-bas des mains de Rhadamante. Une tremblante peur me courut par les os, bien que j'eusse vêtu la maille sur le dos et pris tout ce que prend un amant, que la lune conduit tout seul de nuit pour chercher sa fortune, dague, épée et bouclier, et par surtout un cœur qui naturellement n'est sujet à la peur. Si fussé-je étouffé d'une crainte pressée, sans Dieu qui promptement me met en la pensée de tirer mon épée et de couper menu l'air tout autour de moi avec le fer nu. Ce que je fais soudain, et sitôt ils n'ouïrent siffler l'épée en l'air que tous s'évanouirent, et plus ne les ouït ni bruire ni marcher, craignant pas heureusement de se sentir haché et tronçonner le corps, car bien qu'il n'ait veine, ni artère, ni nerfs comme nos os, chair humaine, toutefois comme nous, ils ont un sentiment, car le nerf ne sent rien, c'est l'esprit seulement. Alors vous voyez tous ces êtres foisonnants, mais qui surgissent devant Ronsard dans un carrefour, passant un carrefour. J'ai une de mes étudiantes qui a autrefois fait une thèse sur la littérature diabolique, démonologique, et qui soutient que celle-ci pourrait être le véritable ancêtre de la littérature fantastique. Alors là, on en a un parfait exemple, ici. Chaque fois que je lis cette page, moi je pense au carton qui, dans la version française de Nosferatu le vampire de Murnau, apparaît. Vous savez, quand il eut passé le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre. C'est ce qui arrive là. Les fantômes vinrent à sa rencontre. Texte suivant, alors qui est cette fois un intermède que j'ai besoin de résumer, de présenter pour que vous puissiez le comprendre. Pierre Pascal, dont il est question, est un personnage aujourd'hui largement oublié. Il promettait un volume de beaux éloges latins d'humanistes de son temps. Et naturellement, à une époque où on était avide de célébration, d'être connu,
il était recherché de tout le monde. Chacun espérait bien figurer dans son recueil. Malheureusement, Pascal tardait, d'où la colère des intéressés. Et Ronsard s'est amusé à écrire en latin, cette fois, c'est rare chez lui, hein, un contre-éloge, qu'il appelle évidemment éloge de Pierre Pascal. On en a conservé une copie qui n'est pas de sa main, mais sur cette copie, de sa main, il a ajouté pour terminer un portrait physique de Pierre Pascal. Portrait physique que j'ai eu un plaisir immense à traduire dans l'édition de la Pléiade et que vous allez pouvoir entendre. Cette fois, c'est un peu moi que vous entendrez. Je vais le mettre là. Il a la taille moyenne, le visage pâlot, l'air effronté, les yeux d'un bleu délavé avec je ne sais quoi de faux et de furibond. Sauf quand d'aventure l'espoir de quelque tromperie l'amène à composer son regard et à le contraindre à une sorte de fade douceur. Le nez constamment occupé à flairer, la bouche large qui se tord et qui s'évase pour prononcer mal, comme tout le reste, alloge pour éloge. La voix rude, rauque, désagréable. Le maintien quand il vous aborde ou prend congé de vous, mobile, fabriqué, changeant et disgracieux. La barbe hirsute, roussâtre, sauvage. Le rire froid, presque de chien. La langue bavarde et impudente. La parole barbare, triviale, entrecoupée, précipitée, rocailleuse, grossière, querelleuse, et pour les gens les meilleurs et les plus réservés, infiniment désagréable. Ce n'est pas un savant que l'on croit entendre parler, c'est véritablement un chariot qui passe, un âne de bas qui braie, un molosse d'Angleterre qui aboie. Âge, environ 48 ans. C'est magnifique, hein. Bon. J'adore ce texte. Alors, retombons dans le quotidien de Ronsard, cette fois dans les discours, hein, pour un fragment des fameux discours de Ronsard, de la continuation du discours des misères de ce temps. J'ai dit tout à l'heure combien Ronsard avait assez vite compris que la façon dont il entendait sa fonction de poète, sa fonction même politique de poète, ne pouvait que se gâter, se dénaturer s'il descendait dans l'arène. Le rôle du poète, c'est de prendre de la distance, il le sent là. Ça n'est pas de descendre dans l'arène, hein. Et voici une page où il livre ce combat. Page qui montre bien que pour lui, et c'est ça qui en fait l'importance, et qui explique un peu son attachement au catholicisme qui est très fort, que pour lui, être chrétien et être fidèle à son roi, c'est quasiment la même chose. Il ne comprend la religion chrétienne qu'incarnée dans la personne du roi régnant sur la terre de France. Et cette page le montre très bien. Elle s'adresse aux protestants et plus précisément au théologien Théodore de Bèze. Et elle va lui expliquer que lui qui est originaire de la terre de France, originaire de la petite et belle ville de Vézelay, eh bien, il est en train, d'une certaine manière, de souiller son pays aussi bien que son roi. De Bèze, je te prie, écoute ma parole, que tu estimeras d'une personne folle, s'il te plaît toutefois de juger sainement, après m'avoir ouï, tu diras autrement. La terre qu'aujourd'hui tu remplis toute d'armes, y faisant fourmiller grand nombre de gendarmes et d'avares soldats qui, du pillage ardent, naissent dessous ta voix, tout ainsi que des dents du grand serpent thébain, des hommes qui muèrent le limon en couteau, dont ils s'entretuèrent, aînés et dominés se firent tous périr, si qu'un même soleil les vit naître et mourir. De Bèze, ce n'est pas une guerre gothique, ni une région tartare, ni scythique, c'est celle où tu naquis, qui douce te reçut, alors qu'à Vézelay ta mère te conçut, celle qui t'a nourri et qui t'a fait apprendre la science et les arts dès ta jeunesse tendre, pour lui faire service et pour en bien user, et non comme tu fais, afin d'en abuser.
si tu es envers elle, enfant de bon courage, or que tu le peux, rends-lui son nourrissage, retire tes soldats, et au lac Genevois, comme chose exécrable, enfonce leur harnois. Ne prêche plus en France une évangile armée, un Christ en pistolet tout noirci de fumée, portant un morion en teste et dans la main un large coutelas rouge du sang humain. Avant-dernière pièce que je vous prie d'écouter, qui s'appelle, elle est peu connue, Pronostic sur les misères de notre temps. Elle appartient encore à la section des discours des misères, bien qu'elle rejoigne cette section seulement en 1584, au moment où Ronsard l'écrit. C'est une pièce qui reflète peut-être les inquiétudes du vieux poète devant les troubles, les désordres politiques, le foisonnement des libelles politiques, etc. Mais ce qui conduit la réflexion de Ronsard reste la même conviction que l'homme et le monde, le macrocosme et le microcosme, sont semblablement structurés, et donc que ce qui affecte l'un annonce ce qui va affecter l'autre. Longtemps devant que les guerres civiles brouillassent France, on vit parmi nos villes errer soudain des hommes inconnus, barbus, crineux, crasseux et demi-nus, qui transportaient de noire frénésie à tout venant contoient leur fantaisie. En plein marché ou dans un carrefour, dès le matin jusqu'au coucher du jour, hurlant, criant, tirant de place en place à leurs talons enfants et populaces. Non seulement le peuple sans raison pour les ouïr « Sors-toi de sa maison », mais les plus grands et les plus sages furent ceux qui, par crainte, à table, les reçurent. Dévotieux, croyant en vérité que par leur voix parloit la déité, fussent huguenots, fussent neutres ou fussent papistes, l'un se disoit Saint Jean l'évangéliste, qui se vantoit fantastique d'esprit, d'avoir dormi au sein de Jésus-Christ. Bien que son art fût de fondre le cuivre, vrai alchimiste, et qu'il apprint à vivre aux idiots, lui-même ne se pas vivre pour lui, ni prévoir son trépas, soit qu'il mourût par vice ou par simplesse. Un qui crioit, enflé de hardiesse, la monarchie, et César se vantoit, vint après lui. Il disoit qu'il est toi, ce grand César, qui au fil de l'épée par sang civil baigna Rome et Pompée. Ce fol étoile de nation romain, qui soutenoit une boule en sa main et sur le chef un fourré diadème. Lorsque je disois tout pensif en moi-même, assez et trop notre France a de fous, sans que le Tibre en répande sur nous, sans nous donner un César, qui l'Empire fit trébucher et qui nous vient prédire un changement ou d'État ou de loi. Après lui vint le bon roi des Gaulois, jadis pédant, qui avoua la pensée et la raison à demi renversée, et qui, tirant tout Paris après soi, des vieux Gaulois se vantoient d'être roi. Or, quand on voit que tout soudain, un homme rêve, radote et pensif se consomme, Dieu safrané de sourcils renfrognés, d'ongles crasseux de cheveux mal peignés, pâle, bouffi, d'épouvanteuses œillades, on dit qu'il est ou qu'il sera malade. Pour ce qu'on voit, les signes par dehors nous témoignaient les passions du corps. Ainsi, voyant tant de sectes nouvelles, et tant de folles, tant de creuses cervelles, tant d'almanachs qui, d'un langage obscur comme démons, annoncent le futur, et quand on voit tant de monstres difformes qui, en naissant, prennent diverses formes, les pieds à haut, la tête contre bas, enfants mort-nés, chiens, veaux, agneaux et chats à double corps, 3 yeux et 5 oreilles, bref, quand on voit tant d'étranges merveilles qui tout d'un coup paroissent en maint lieu, monstres non-vœux de nos premiers aïeux, c'est signe sûr qu'un continent, la terre, doit soutenir la famine et la guerre. Les fléaux de Dieu qui marchent les premiers du changement certain avant-courrier. Ou soit que Dieu, comme en lettres de chiffres, douteusement sans vouloir nous déchiffre
d'un caractère obscur et malaisé, soit qu'un démon de soi-même avisé qui vit longtemps et aveut maintes choses, voyant le ciel qui ses astres dispose, à bien ou mal comme il veut les virer, se mêle en l'homme et lui vient inspirer en le troublant une parole obscure, soit que cela se fasse d'aventure, je n'en sais rien. L'homme qui est humain ne tient de Dieu le secret en la main, mais je sais bien que Dieu qui tout ordonne par signe tel témoignage nous donne de son courroux, et qu'il est irrité contre le prince ou contre la cité, où le péché s'enfuit d'avant la peine. D'exemples tels la Bible est toute pleine. Texte qui peut en particulier nous aider à comprendre pourquoi Ronsard a toujours été troublé par les prédictions de Nostradamus. 2 passages de lui en parlent, disant « Je ne sais pas comment ça se passe, d'où elles viennent, ces prédictions, mais quand même, il nous dit la vérité. » Le réel le vérifie. Il y a là une inquiétude qui s'exprime avec une vigueur et surtout un trouble intérieur, vraiment très sensible dans ce texte, vraiment des derniers moments de Ronsard, puisqu'il apparaît dans la dernière édition publiée de son vivant. Alors pour ne pas vous laisser sur cette impression un peu triste et inquiétante que donne ce texte, pour terminer, le discours du vers ou l'élégie du vers. C'est une pièce qui a changé de titre, qui a voyagé entre différents recueils, mais qui reste un bel exemple de l'esthétique du poème, au sens que j'ai défini tout à l'heure, le poème selon Ronsard, et aussi un bel exemple de cette poésie à la fois méditative et de célébration à la fois que Ronsard pratique très volontiers et qui est l'inspiration même des hymnes dans son ensemble. Poésie de circonstance, puisque Ronsard a reçu en cadeau d'Étrenne un beau verre, un verre à boire, un verre comme celui-ci, plus beau que celui-ci, et en remercie le donateur en louant son présent. Ceux que les sœurs aimeront plus que moi, comme d'un aura, d'un vers digne de toi, feront savoir aux nations lointaines de tes vertus les louanges hautaines. Quand t'es de moi, je n'ose, roi, Brinon, sur mon épaule élever ton renom pour en garder que la mort ne l'enterre. Il me suffit si l'honneur d'un seul vers, lequel tu m'as pour étrenne donné, est dignement en mes vers blasonné. Ô gentil vers, oserais-je bien dire combien je t'aime et combien je t'admire. Tu es heureux et plus heureux celui qui t'inventa pour noyer notre ennui. Celui qui jadis les canons inventèrent et qui d'enfer le fer nous apportèrent, mérite-toi bien que la barre adamant les tourmentât d'un juste châtiment. Mais l'inventeur qui d'un esprit agile te façonna, fût-ce le grand Virgile, ou les nochers qui firent sans landier cuire leur rôt sur les bords mariniers, mérite-toi bien de bailler en la place de Ganymède à Jupiter la tasse, et que leur verre ainsi transparent qu'eau se fit au ciel un bel astre nouveau. Non, ce n'est pas moi qui blâme Prométhée d'avoir la flamme à Jupiter ôtée. Il fit très bien. Sans le larcin du feu, vers gentil, jamais on n'eût eu vœu, et seulement par les bois des fougères eussent servi à nos vieilles sorcières. Aussi, vraiment, c'est toi bien la raison qu'un feu venant de si bonne maison comme est le ciel fut la cause première, vers gentil, de te mettre en lumière. Toi, retenant comme célestiel le rond, le creux et la couleur du ciel. Toi, dis-je, toi, le joyau délectable qui sert les dieux et les rois à table, qui aime mieux en pièces t'en aller qu'à ton Seigneur la poison recelée. Toi, compagnon de Vénus la joyeuse, toi qui garris la tristesse épineuse, toi de Bacchus et des grâces le soin, toi qui l'ami ne laisse au besoin, toi qui dans l'œil nous fais couler le somme, toi qui fais naître à la tête de l'homme un front cornu,
toi qui nous changes, toi qui fais au soir d'un crocheteur un roi. Au cœur chétif tu remets l'espérance, la vérité tu mets en évidence. Le laboureur songe par toi de nuit que de ses champs de fin or est le fruit, et le pêcheur qui ne dort qu'à grand-peine songe par toi que sa nacelle est pleine de poissons d'or. Son plan, le vigneron. Mais contemplons de combien tu surpasses, vers gentil, ces monstrueuses tasses, et fût-ce celle horrible masse d'or que le vieillard, guériné en Nestor, boiva d'un trait et que nul de la bande n'eût su lever, tant sa panse était grande. Premièrement, devant que le tirer hors de leur mine, il faut plus déchirer l'antique mer, et 100 fois en une heure craindre le heurt d'une voûte malseur. Puis, quand cet or par fonte et par marteau laborieux s'arrondit en vaisseau, tout ciselé des fables poétiques et buriné de médailles antiques, ô Seigneur Dieu, quel plaisir ou quel fruit peut-il donner, sinon faire de nuit couper la gorge à ceux qui le possèdent, ou d'irriter quand les pères décèdent les héritiers à 100 000 procès, ou bien à table, après 10 000 excès, lorsque le vin sans raison nous délaisse, faire casser par sa grosseur épaisse le chef de ceux qui, naguère amis, entre les peaux deviennent ennemis. Comme jadis, après trop boire, firent les lapitois qui, les monstres défirent demi-chevaux. Mais toi, ver joli, loin de tout meurtre, en te voyant poli, net, beau, luisant, tu es plus agréable qu'un vaisseau d'or, lourd fardeau de la table, et si nettoie aux hommes si communs comme tu es, par miracle, un chacun t'estimera de plus grande value qu'un diamant ou qu'une perle élue. C'est un plaisir de voir renfrogner un grand cyclope à l'œuvre en besognier qui te parfait de cendres de fougère et du seul vent de son haleine ouvrière. Comme l'esprit enclos dans l'univers engendre seul 1000 genres divers, et seul en tout 1000 espèces diverses, au ciel, en terre et dans les ondes perses. Ainsi le vent par qui tu es formé, de l'artisan en la bouche enfermée, large, petit, creux ou grand te façonne selon l'esprit et le feu qu'il te donne. Que dirais plus? Par épreuve, je crois que Bacchus fut jadis lavé dans toi, lorsque sa mère atteinte de la foudre en avorta plein de sang et de poudre, et que dès lors quelque reste de feu te demeura, car quiconque a bu un coup dans toi, tout le temps de sa vie, plus il reboit, plus a de boire envie. Et de Bacchus toujours le feu cruel harde son gosier d'un chaud continuel. Je te salue, heureux vers propice, pour l'amitié et pour le sacrifice. Quiconque soit l'héritier qui t'aura quand je mourrai, de longtemps ne voira son vin de gras ne pousser dans sa tonne, et tous les ans, il voira sur l'automne Bacchus lui rire, et plus que ses voisins dans son pressoir générera les raisins. Car tu es seul le meilleur héritage qui puisse au mien arriver en partage. Éloge du ver, vous voyez, qui, dans sa toute petitesse, est un résumé de l'univers, puisque l'eau, la terre, le feu et l'air se sont associés pour faire de lui ce microcosme extraordinaire, et à l'image du vin qu'il va contenir. Alors, que vous dire maintenant pour terminer, sinon que je souhaite que vous buviez bien tout à l'heure.